Bonsoir à tous, bienvenue dans cette première Zoom conférence littéraire. Voilà, donc on passe du docteur à Monsieur Ilyes Barli. Voilà, donc on est ravi d'accueillir ce soir Madame Meissa Bey de Sidi Bel Abbès. Elle a gentiment accepté l'invitation pour animer cette première Zoom conférence littéraire. Le thème sera le roman L'une et l'autre qu'elle a publié et qui aborde plusieurs volets. Maghrébine, européenne. Bon, il y aura beaucoup de thèmes qui seront développés. Et donc, je remercie Dr Tariq Alili de nous avoir permis ce contact. Je rappelle que Dr Tariq Alili gère la librairie Alili à Tlemcen et il va nous permettre d'avoir d'autres contacts pour animer des Zoom conférences durant Ramadan. Bon, ça sera à 22h30 le dimanche et le mardi. Le premier dimanche, donc ça sera le dimanche 3 avril 2022 à 22h30. Nous allons accueillir Madame Sabiha Ben Mansour qui est parmi nous ce soir pour présenter son livre au commencement et le paysage. Donc, je vous recommande d'acheter et de lire avant le 3 avril. Et donc, pour ce soir, je remercie donc Meissa Bey d'avoir accepté l'invitation. Je souhaite la bienvenue à tous les participants et je remercie Dr Maha Chaib d'avoir organisé cette rencontre Zoom. C'est grâce à elle que tout avance avec efficacité. Donc, je dis merci à tout le monde, merci à tous ceux qui vont participer, de près ou de loin, à ceux qui assistent, et surtout à Madame Meissa Bey d'être parmi nous. Donc, je l'invite à d'abord se présenter à ce public et bien entendu, nous présenter l'une et l'autre. Oui, merci. Merci, Monsieur Barli. Je suis donc entourée de médecins, donc je vais faire très attention à ce que je vais dire sur tous les plans. Pas spécialement, voilà, c'est un groupe qui est non, très, très large et donc d'accord, intéressé d'accord. par la littérature et le Oui, monde musical essaye de se réapproprier ce domaine car à une époque, les médecins étaient d'abord des philosophes, des personnes qui maîtrisaient le latin avant de venir à la médecine. Les temps ont changé. On espère que sur 11 ans, on arrivera à reprendre une place dans la littérature. Et pour ceci, ben voilà, vous êtes la pionnière ce cycle sur 11 années et on espère vous recevoir plusieurs fois. Donc, pour une première fois, on vous souhaite la bienvenue. merci. Et je tiens vraiment à vous remercier, M. Aleli, à vous remercier pour cette initiative, à remercier toutes les personnes qui sont présentes, malgré les aléas de la connexion, on va les subir certainement. Et vous félicitez surtout pour très très souvent, on a l'impression que les choses sont très cloisonnées. Il y a les scientifiques d'un côté, il y a les littéraires de l'autre. On nous a toujours habitués à ça depuis qu'on était au lycée. Quand on était scientifique, la littérature c'était pas notre domaine et voilà. Je pense que cette connexion que vous faites entre la médecine et entre le monde scientifique, peut-être, je ne connais pas toutes les personnes qui sont là, et la littérature. Moi, je suis bien placée pour le savoir, je ne peux pas rester sans lire, je ne peux pas me passer de livres, me passer de lecture. Donc, c'est un petit peu ce que je vais vous faire partager. Dans le monde qui n'est pas littéraire, je suis connue sous plein nom. Je suis écrivaine. Beaucoup de livres, essentiellement des romans, une dizaine de romans, des recueils de nouvelles, des pièces de théâtre, des essais
Est-ce qu'il y a un souci? Oui, oui, on a perdu Madame Maïssa. Donc, je croyais que c'était à mon niveau juste. Et donc, finalement, ben, sinon, Tarek Alili va Elle est là. reprendre et terminer. Elle est de retour. Très bien, heureusement. Donc, elle reprend Le micro. la présentation dès le début. Le micro. Je pense qu'elle nous entend pas. Ben, il faut faire le signe. Oui, j'essaie d'envoyer des demandes. Ah, allô? Est-ce que vous m'entendez? Là, oui. Oui, là, oui. On Oui, ça reprend. y est? D'accord. On reprend dès le Oui. début. Je parlais des aléas de la connexion. Oui. Et voilà. C'est pas grave, on fera avec. On reprend. Je ne sais pas si je dois reprendre ce que j'ai dit. Je ne sais même plus Oui, d'ailleurs. oui. Oui, oui, on reprend dès le début parce que dès le début, il y a eu un problème de connexion. Donc, on D'accord. reprend Je dans disais que l'aisance et Maïssa B la est un sérénité. pseudonyme. Je suis En attendant que la connexion soit rétablie, je lis un petit peu la dernière page du livre L'une et l'autre. Donc, je suis votre hôte aujourd'hui, à la fois celle qui est reçue et celle qui accueille. Vous me recevez chez vous et je vous accueille dans ma demeure de mots, au seuil de laquelle je me tiens, porte ouverte. Qui est Maïssa Bey? En guise de réponse, cet autoportrait magnifique, l'une et l'autre, qui se conclut par une évidence. Femme, algérienne et lectrice. Elle est aussi et magistralement écrivain. Pourquoi l'écriture? Dans le court texte qui suit, mes pères, l'auteur s'interroge et convoque avec délicatesse et pudeur la figure du père. Donc, né en 1950, Maïssa Bey est l'auteur d'une œuvre importante. Elle a obtenu le prix des libraires algériens en 2005 pour l'ensemble de son œuvre. Aux éditions Barzakh ont paru un récit autobiographique, Entendez-vous dans les montagnes, 2002, et 4 romans, Surtout ne te retourne pas, 2005, Bleu, blanc, vert, 2006, Pierre sans papier ou cendre, 2008, et Puisque mon cœur est mort, en 2010. Voilà les publications sur Barzakh de Madame Meissa Bey. Alors, est-ce qu'elle est parmi nous? Non, pas encore. Ben, je vais commencer la lecture du livre, tout simplement, en attendant qu'on se retrouve comme ça. Ceux qui n'ont pas acheté le livre ne se sentiront pas froissés et les incitera, et ça va les inciter à acheter le livre. Donc, l'une et l'autre. Alors, chaîne sans mes pas, cependant mon cœur est horizon. Adonis. C'est une citation au début du roman. Dans son ouvrage Un barbare en Asie, Henri Michaud, s'interrogeant sur l'exactitude de ses observations d'occidentales, immergées dans la culture indienne, propose cette intéressante comparaison. Quand un cheval, pour la première fois, voit un singe, il l'observe. Il voit que le singe arrache les fleurs des arbustes. Il les arrache méchamment. Il voit que le singe mord les faibles. Il le voit gambader et jouer. Alors le cheval se fait une idée du singe. Il s'en fait une idée
circonstancié et il voit que lui, cheval, est un tout autre être. Le singe, encore plus vite, remarque toutes les caractéristiques du cheval qui le rendent non seulement incapable de se suspendre aux branches des arbres, de tenir une banane entre ses pattes, mais en général incapable de faire toutes ces actions attrayantes que les singes savent faire. Tel est le premier stade de la connaissance. Mais dans la suite, il se rencontre avec un certain plaisir. Un cheval peut se sentir vivre beaucoup plus avec un singe qu'avec une dizaine de chevaux. Mais souvent, la connaissance ne progresse pas avec le temps. On passe sur les différences, on s'arrange, on s'entend. Ainsi, les différences, du moins les plus visibles entre deux espèces ou deux races, ou tout simplement deux personnes, ne généreraient pas obligatoirement un rejet ou une confrontation. D'abord, face à l'inconnu, la conscience d'une inquiétude étrangeté, selon la formule de Freud, un étonnement, des interrogations peut-être provoquées par l'étrangeté des comportements, la nouveauté, tout simplement. Une incompréhension aussi. Il serait cependant possible de passer outre, de s'accommoder, de coexister, sans renoncer à ce qui fait la singularité de chacun, sans toutefois aller plus loin dans la connaissance. Mais de quelle connaissance est-il question? Du lien qui pourrait s'établir entre deux personnes, de vous à moi par exemple, ou s'agit-il seulement pour moi à travers le je, J-E, qui est l'objet de ces lignes, de vous permettre d'accéder à la connaissance du nous. J'entends par nous ceux qui par la nationalité, la langue, l'origine, l'histoire, l'ethnicité, la religion seraient plus proches de moi, autrement dit les miens. Quelle présomptueuse et téméraire entreprise! Vous aurez bien sûr remarqué le recours à l'autre pour commencer. Non pas pour brandir dès l'entrée en matière un argument d'autorité, ce que je vais dire n'est pas une démonstration, ni même pour réclamer ou renforcer la légitimité du discours. Si je m'autorise de lui, c'est pour me placer d'emblée sous le signe de l'autre, par ailleurs reconnu et avalisé par ses pairs, pour inviter l'autre déjà à entrer dans le propos. Entreprise périlleuse donc, que celle qui consiste à être le sujet et l'objet du discours. Un discours dont, vous le verrez, le champ élargi va au-delà et très largement des frontières du moi. Je suis votre hôte aujourd'hui, à la fois celle qui est reçue et celle qui accueille. Vous me recevez chez vous et je vous accueille dans ma demeure de mots, au seuil de laquelle je me tiens porte ouverte. Pour introduire ce parcours que nous allons faire ensemble, pourrais-je dire, en paraphrasant Octavio Paz, que né à un moment charnière de l'histoire de mon pays, je suis un chapitre de l'histoire. Toute proportion gardée, bien entendu. Une histoire que je ne cesse d'interroger dans tous mes écrits. D'abord, les critères d'une identité établie, incontestable, la plus visible, celle qui figure sur mes papiers, énumérant dans un ordre aléatoire nationalité, sexe, religion, âge. Algérienne par ma nationalité, issue d'une famille profondément attachée à l'islam, donc musulmane, et femme avec toutes les représentations que ce mot peut faire surgir
quand il est associé au Est-ce précédent. que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Mais la connexion est entièrement partie, hein, complètement. Merci Oui, pour oui, la lecture. c'est pour lire une partie de ton livre et mettre tout le monde dans le bain. Donc, Oui, oui, de l'une et l'autre. Oui. voilà, tout à fait. Bienvenue. Très bien, vous en avez profité. Écoutez, j'espère que ça va pas se reproduire. Oui, oui. J'espère vraiment que je pourrai mener cette. Voilà, vous me voyez, vous Elle m'entendez ira maintenant, je à bon pense. port. Voilà, elle ira à bon port. Et le Wi-Fi ne connaît pas la double négation. Donc, il ne faut pas espérer que ça ne bloque pas. Il faut espérer que ça avance bien. Comme ça, on aura le D'accord. pouvoir quantique de faire aboutir cette Voilà, on va conférence. essayer. On va essayer. Très bien, bienvenue. Voilà. Donc, j'étais en train de vous raconter un petit peu mon parcours avant de commencer à parler du livre. Pour vous dire, je ne sais pas si vous avez entendu, oui, il y a quelqu'un qui écrit « La connexion part, c'est un avantage pour sauter sur le livre ». Bravo, monsieur Guermouche, ou madame, je ne sais pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que bon, j'écris depuis très, très longtemps et l'une et l'autre, ce livre-là dont vous avez lu un passage, est un livre qui a été écrit parce qu'on me l'a demandé, hein. Je ne l'ai pas écrit pour me présenter, ce serait vraiment présomptueux. Je l'ai écrit dans le cadre d'une conférence que j'ai animée en France et dans laquelle on me demandait de présenter ce que j'étais. Alors, le titre, je vais aller un peu rapidement. Le titre peut interpeller l'une et l'autre. Et je disais, on m'a souvent demandé pourquoi l'une et l'autre comme titre. Et j'ai dit parce que très souvent, en tant que femme algérienne, en tant que femme arabe, on nous sommes de choisir entre être l'une ou l'autre. Et moi, je refuse de choisir. Je préfère dire que je suis à la fois l'une et l'autre. J'ai une double culture que j'assume parfaitement. J'ai une vie qui me permet de m'ouvrir sur les autres et d'aller vers les autres. Et c'est peut-être par l'écriture que j'ai réussi à le faire. Voilà, pour la justification du titre. Je ne sais pas ce que vous allez découvrir de moi dans ce texte. Je raconte un petit peu mon parcours, mon enfance, l'histoire familiale, qui est évidemment totalement imbriquée à l'histoire tout court, l'histoire de notre pays, la guerre d'indépendance, l'indépendance, etc. Tout ça, je l'ai vécu. Et voilà, c'était un petit peu tout ça que ce livre raconte. Mais en réalité, ma fonction première, ma première, mes premières amours, ce sont les romans. J'écris des romans. J'ai commencé par un roman qui a un titre assez proche de celui de Saber, qui s'appelle Au commencement et roman, qui a été publié en France, puis plus tard en Algérie. Il a été publié pendant les années noires, pendant les années dont tout le monde se souvient. Voilà. Ensuite, j'ai écrit ce livre. Voilà, il a été suivi d'autres textes, des recueils de nouvelles, et ensuite d'autres romans, beaucoup d'autres romans, jusqu'au dernier roman qui s'intitule, le voici, voilà, Nulle autre voix. Voilà. Donc, il y a à peu près une douzaine de romans, 3 pièces de théâtre, un essai sur Albert Camus, enfin, des textes que je publie régulièrement. Puis il y en a un autre en chantier que j'espère avoir le courage de terminer bientôt et qui va sortir toujours aux mêmes éditions. Ce sont les éditions Barzac en Algérie et les éditions de l'Aube en France. Voilà. Je ne voudrais pas mobiliser la parole. Je voudrais que ça se fasse sous forme de discussion. On est ensemble, on est dans un salon, malgré on va considérer que c'est notre première rencontre, et pour la plupart. Et j'aimerais vraiment que certains puissent me poser, ou certaines puissent me poser des questions sur ma carrière, sur
je ne sais pas moi, sur mes motivations, sur mon histoire, enfin tout ce que vous voulez. Ce n'est pas une conférence, encore une fois, c'est un débat qui a initié M. Ilyes Barli et que je remercie encore une fois, vraiment. Et j'aimerais que ce soit vraiment un échange, voilà, tout à fait, comment dire, voilà. Alors, est-ce que donc, quelqu'un on ou passe en quelqu'une mode voudrait poser Qaada. une question? Je suis tout Voilà, à fait donc, prête à vous répondre. voilà. Donc, j'ai dit qu'on passe au mode Qaada, donc à Oui, voilà, l'avant-goût des soirées de Ramadan. Donc, exactement. voilà, donc l'ouverture d'échange est là. Donc, s'il y a des personnes qui lèvent la main, on leur donnera Oh, je le. suis sûre qu'il y en a. Vous pouvez poser des questions parce que j'ai un truc qui s'affiche là sur mon ordinateur. Ouais. Vous pouvez poser les questions par écrit également. Hein, Ou pour ceux qui bien de n'ont. vive voix, et Je, ceux qui désirent. voilà, de Aussi, vive voix ou Béa, par écrit, Kébir. je vous répondrai. Voilà. Non? Peut-être tout le monde se tait? Tariq. J'espère que parmi. Ah, Voilà, donc, voilà une première question voilà. de quelqu'un qui a visiblement lu un livre, qui m'écrit, qui me pose la question. Puisque mon cœur est mort, c'est le titre de mon livre. Est-ce que c'est une histoire vraie que vous avez vécue? Voilà, c'est un roman que j'ai publié avant cela d'ailleurs, et dans lequel je raconte l'histoire d'une mère, une mère qui a perdu son fils pendant les années noires, ou les années rouges, ou la décennie noire, ou je ne sais pas. Voilà, donc je ne l'ai pas vécu. Ouf. Personnellement, je crois qu'il n'y a rien de plus difficile à vivre que la perte d'un enfant. C'est quelque chose d'horrible. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu énormément de difficultés à l'écrire. Mais j'ai rencontré des femmes, particulièrement à Alger, des femmes qui avaient perdu leurs enfants. Et j'ai été tellement touchée, tellement bouleversée, c'est le mot, complètement bouleversée par leur douleur, par leur histoire, par leur incompréhension de ce qui s'était passé, que le livre est venu tout seul. Ce n'est pas un texte que j'ai prémédité, ce n'est pas un texte que j'avais vraiment préparé et tout. Ce texte est arrivé comme ça et je l'ai écrit presque d'un trait pour raconter l'histoire d'une mère qui, un soir, attend son enfant chez elle, une femme divorcée, professeure à l'université. Elle attend son enfant qui doit rentrer. Lui, il est étudiant et elle vit seule. Elle est séparée de son mari et puis quelqu'un vient frapper à sa porte tard le soir et on lui dit ton fils est mort. Voilà. Et c'est tout ce qui se passe après. Le moment où elle apprend la nouvelle et tout ce qui se passe après et toutes les réactions qu'elle peut avoir. C'est un livre que j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de mal à écrire, mais que je tenais à terminer parce qu'il raconte l'histoire de plusieurs femmes, de plusieurs hommes aussi. Pour un père, c'est exactement la même chose. Et voilà. Alors, j'ai vu que le docteur Qassimi levait le doigt, c'est ça? Est-ce que vous avez une question, monsieur Qassimi? Docteur Habiba Qassimi, oui. Ah, madame. La parole. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Est-ce que vous avez une question, madame Qassimi? Oui, oui, madame. Très honorée de vous recevoir, madame. On n'entend pas. Vous pouvez écrire la question si vous... Ah, ça y est, je vous entends. Ma question, elle est très simple. Pour vous, en tant que... Je vous remercie. Enfin, je voudrais saluer votre engagement et votre courage d'avoir resté pendant la décennie noire ici en Algérie et de faire de la résistance. Vous avez pu quand même contribuer à que l'Algérie reste debout. Vous m'entendez? Oui, mais... Oui, je vous entends très bien. Oui, je vous entends. Mais je voudrais vous dire que il ne s'agit pas de courage. Quelquefois, on a ce sont des choses qu'on ne prémédite pas, partir ou rester. Vous savez, je pense que ceux qui sont partis, celles qui sont parties, ont eu aussi beaucoup de courage
pour partir, tout laisser derrière eux ou derrière elles et repartir à zéro. Je pense aussi il fallait du courage pour rompre complètement avec une vie qu'on a construite, avec des espoirs. Donc, rester en Algérie, oui. La seule chose que je reconnais, c'est qu'il m'a fallu beaucoup de courage, je le dis, pour pouvoir écrire ce que j'ai écrit au moment où je l'ai écrit. Voilà, parce que j'étais en plein dans l'actualité et je n'ai pas évité les sujets difficiles, les sujets dangereux, les sujets dont on ne parle pas. J'ai dit ce que je voulais dire comme je voulais le dire. Voilà. Justement, ma question, elle est simple. Pour vous, est-ce que l'écriture, c'est un refuge ou bien c'est un moyen d'exister et de s'affirmer dans la société? Ou bien c'est un moyen d'exister et de s'affirmer. Vous savez, au moment où on se met à écrire, moi, je vais vous raconter comment je me suis mise à écrire. Je suis quelqu'un qui n'a jamais pu me passer du livre, des livres. J'ai vécu là-dedans toute petite. C'est comme, comment il s'appelle, Obélix, qui est tombé dans la marmite. Si vous connaissez Obélix, il est tombé dans la marmite toute petite. Et bien moi, je suis tombée là-dedans quand j'ai commencé toute petite. Donc les livres ont toujours fait partie de ma vie. Et je n'étais absolument pas prête, contrairement à beaucoup d'autres écrivains, à passer de l'autre côté, c'est-à-dire passer à l'écriture. Je lisais énormément. Je lisais d'abord tout, n'importe quoi. Et ensuite, j'ai commencé à lire un petit peu plus, enfin, à choisir mes textes et mes auteurs. Et l'écriture, pour moi, c'était quelque chose qui était absolument impossible parce que j'avais l'impression que le monde, le territoire de la littérature était un territoire sacré, fermé, et qu'il était réservé à une élite dont je ne pensais pas pouvoir faire partie. Et puis, ce sont peut-être les circonstances qui ont fait que je n'ai pas pu continuer à me taire. J'ai commencé à écrire pour moi. J'ai commencé à écrire pour moi. Je ne savais pas que j'allais publier ce que j'étais en train d'écrire. Mais voilà, au commencement était la mer. Mon premier roman est un roman qui commence justement par des vacances à la mer, ce qui nous était totalement interdit pendant la décennie noire, et qui tombe amoureuse. Voilà, c'est une histoire d'amour qui se finit de façon très sordide, bien sûr, et cette jeune fille, voilà, elle voit qu'il y a la guerre à Alger, et on lui dit c'est pas la guerre, et voilà, donc j'ai publié ce livre, j'ai écrit ce livre, je l'ai terminé sans vraiment penser que j'allais le publier, qu'il allait rencontrer des lecteurs. Et bien, ça s'est passé comme ça. Il a été lu par quelqu'un. Et ces personnes qui ont lu le texte l'ont apprécié et il a fait son petit bout de chemin. Entre autres, j'ai écrit des nouvelles aussi, un recueil de nouvelles qui s'appelle juste après Nouvelles d'Algérie, où je mets en scène des personnages pris dans l'histoire immédiate de notre pays, c'est-à-dire dans les années 90, une femme dont on tue le mari, un jeune homme qui va égorger une jeune fille, un jeune terroriste qui vient d'être tué, etc. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie c'est ce qu'on vivait au quotidien et que j'avais envie de transcrire. Il se trouve que j'ai rencontré mes lecteurs, beaucoup de lectrices, bien sûr, enfin je généralise, et que j'ai commencé et que je me suis prise au jeu et que je me suis un petit peu prise pour un écrivain. Mais il a fallu que j'écrive 4 ou 5 textes, que je rencontre beaucoup de personnes pour que je me considère comme écrivain. Voilà. En tout cas, merci. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, merci. Je pense que j'ai d'autres questions, mais je n'ai pas eu le temps de les noter, malheureusement. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Maha va lire merci à vous. Question par question. Oui. Comme ça, vous serez dans la sérénité de la réponse. Les questions. Oui. Juste un débat conclu et Maha commence les questions. Super. D'accord. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Il y a plusieurs questions.
Je vais Ben, prendre. Oui, oui, j'ai vu, mais je n'ai pas pu les noter toutes. Oui, allez-y. Voilà, la question de Dr Deloul, comment êtes-vous venu à l'écriture? Est-ce que c'est difficile de terminer un livre? Non. Voilà. D'accord. Alors, je viens de raconter justement comment je suis venue à l'écriture, hein. Par accident ou par les accidents de l'histoire. Voilà, par accident, par les accidents de l'histoire. Je pense que si nous avions vécu dans un pays où il ne s'était pas passé tout ce qui s'est passé, peut-être que je n'aurais jamais osé aller jusqu'au bout et écrire. Donc, je pense que, voilà, quand j'écoute d'autres écrivains ou écrivaines, je les écoute et toutes disent qu'elles avaient une vocation d'écriture et qu'elles ont commencé ou qu'ils ont commencé à écrire à l'âge de 7 ans, à l'âge de 11 ans. Il y en a qui disent qu'ils ont fini un roman à 12 ans et qu'ils savaient qu'ils allaient devenir écrivains. Bien moi, non, je n'avais pas la vocation d'écriture, mais alors pas du tout. Je lisais beaucoup, 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 mais je ne pensais pas pouvoir un jour passer de l'autre côté de la barrière. Donc, c'est, je pense, en fonction des circonstances. Vous savez, il arrive un moment dans notre vie, je pense que toutes les personnes qui sont là le savent, où on ne peut plus supporter de rester impuissant, de rester le témoin de quelque chose sans agir. Moi, je ne me suis pas engagée en politique, je ne me suis pas engagée dans le domaine public, je n'ai pas, voilà, à part, bon, bien sûr, quelques manifestations à ce moment-là, quand on pouvait manifester, mais à un moment, on se dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et quels étaient les moyens que j'avais à ce moment-là? Eh bien, c'était l'écriture. Et mon premier livre, qui est très court, hein, il fait une centaine de pages, j'ai quand même mis 2 ans à l'écrire. Donc, ce n'est pas facile de finir des livres, évidemment. Mais en même temps, il y a une exigence dans dans la qualité de l'écriture, dans la poétique de l'écriture, dans chaque mot est choisi, chaque mot est pesé, chaque mot est à sa place à l'intérieur d'une phrase. Et donc, important pour moi de passer tout mon temps à peaufiner, à fignoler l'écriture parce que je ne voulais pas, voilà, parce que j'admire trop la littérature pour donner à lire au lecteur n'importe quoi ou écrire comme ça n'importe quoi. Voilà la première question. La deuxième? Combien de temps mettez-vous à terminer? La deuxième? Mais c'est bien ce que je dis. J'ai mis 2 ans à terminer mon premier livre, qui est très, très court. Alors que je vois par exemple celui-là, Hésia, ou l'autre que je n'ai pas ramené, je ne sais pas si vous voyez Hésia, celui-là qui est long, qui fait à peu près 300 et quelques pages, je n'ai pas mis trop longtemps, j'ai mis 5-6 mois pour le terminer, parce que je savais quels seraient les personnages, comment ils allaient réagir. Et puis, ça faisait partie des scènes que j'avais vécues, des scènes de la vie algéroise, dans un salon de coiffure, etc. Donc, tout ça, c'est fait partie du domaine du féminin et je connais bien le domaine du féminin. Donc, je l'ai écrit assez rapidement. Tout dépend. Je n'ai pas comment dire, je ne me fixe pas de limite ou de temps pour écrire un livre. Il faut que les choses arrivent d'elles-mêmes. Voilà. Très bien. Ça répond à la Autre question, s'il vous plaît. Qu'en est-il de votre pseudonyme? Y a-t-il une relation avec votre nom, Meissa, Semia? On a l'impression que c'est du verlan. Merci. Ah oui. Oui, c'est l'anagramme. Meissa, c'est l'anagramme de Semia. Alors, je vous raconte une histoire tout à fait personnelle, familiale. C'est que quand je dis à mes proches que je venais d'écrire un livre, que ce livre avait été lu par d'autres personnes et qu'on m'avait dit qu'on allait le publier, il y a eu un conseil de famille pour dire non, impossible, tu ne peux pas publier un livre et surtout ce livre-là particulièrement. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on avait peur pour moi. C'était l'époque où on tuait des journalistes, où on tuait des écrivains, des dramaturges, enfin des penseurs, etc. Donc, devenir écrivain à ce moment-là, ça représentait un gros risque. Et ma famille ne voulait pas que je m'expose. Vous comprenez?
Et comme moi, on m'avait accepté la publication, on avait accepté la publication de ce livre, je n'ai pas voulu renoncer. Et comme moyen terme, pour mettre tout le monde d'accord, j'ai choisi un pseudonyme. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai choisi en réalité, c'est ma mère. C'est ma mère qui l'a choisi pour moi. Elle voulait m'appeler Maïssa quand je suis née et mon père voulait m'appeler Samia. Et c'est des hommes qui vont inscrire leurs enfants à l'état civil. Et donc, mon père m'a inscrite à l'état civil, m'a inscrite comme Samia. Et voilà, donc j'ai retrouvé, si vous voulez, j'ai eu un deuxième acte de naissance à partir du moment où j'ai commencé à écrire. Donc, ce n'était pas pour faire un master, ni rien du tout. Quelque part, l'entité individuelle et le neuroexistentiel ont récupéré leur dû dans ce surnom, qui est quelque part également votre identité initiale. Exactement. Oui, j'ai l'habitude de dire que je suis née 2 fois. Vous voyez? Une fois en tant que personne présente sur Terre, être individu, être vivant, et une seconde fois à partir du moment où j'ai commencé à écrire et à être lu par des lecteurs et des lectrices. Tout à fait. Donc, c'était une nouvelle vie dans votre propre vie. Absolument. À l'instant même où vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a qu'une seule vie. Eh bien oui. Oui, c'est ça la chose la plus étrange, justement, peut-être. Et j'ai commencé à écrire tard. Je n'ai pas commencé à écrire à 20 ans. J'avais déjà eu mes enfants, j'avais une profession, une famille, je travaillais, donc j'avais une vie bien remplie, une vie sociale bien remplie. Et il y a eu cette espèce d'obligation qui est venue là et que je n'ai pas pu éviter, parce que souvent quand on a il y a des signes qui font que on sent qu'il y a quelque chose qui doit venir, mais Monsieur Parly, vous êtes bien placé pour le savoir, mais on résiste. C'est très difficile pour une femme, surtout une femme qui avait une vie sociale comme la mienne. Il y en a qui me connaissent dans cette assemblée. C'était très difficile de devenir un personnage public. Très, très difficile. En particulier, et j'insiste là-dessus parce que c'est un petit peu ma marque de fabrique, parce que je ne ménage pas le lecteur. Je dis ce que j'ai à dire de la façon dont j'ai envie de le dire, et je ne m'auto-censure pas, je ne pense pas, si vous voulez, à complaire à une société assez rigide, etc. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Donc, ça fait partie d'une personnalité qui était déjà là et qui s'est exprimée par l'écriture. Mais voilà, tout simplement. Il y aurait peut-être encore plus de choses à dire, mais bon, on passe à la question suivante. D'accord. Maha? Il y a 2 questions qui vont dans le même sens. Dans l'une et l'autre, quel est le message que vous nous délivrez? Le message de l'une et l'autre. La question de Erika et Nabila. Alors, comment vous avez dit Farida et Nabila, c'est ça? Erika. Ah, Erika, pardon. Erika et Nabila. Alors, je peux vous dire, Erika et Nabila, que pour moi, c'est ma conception de la littérature et de l'écriture, l'écrivain qui se croit apte ou autorisé à délivrer un message, pour moi, ce n'est pas réellement pour moi le rôle de l'écrivain. Je ne pense pas délivrer de message quand j'écris. Jamais. Je ne me pose pas comme personne qui pourrait donner des leçons, qui pourrait diriger les consciences, etc., qui pourrait devenir moralisatrice, etc. Non. Moi, j'écris parce que j'ai envie de raconter des choses. Et comme je suis romancière, je raconte des histoires. C'est le lecteur, c'est au lecteur de décrypter ce qui se passe au moment où j'écris ce texte-là. Je ne pense pas, dans l'une et l'autre, avoir voulu délivrer de messages.
c'est un livre qui a été écrit, je vous ai dit, pour une conférence en France. Et il se passait un truc à ce moment-là, c'était les problèmes de, comment on appelait ça, l'assignation à identité. Vous savez, quand il y avait quand on faisait c'était, je crois, c'est Sarkozy d'ailleurs, quand on disait qu'il fallait qu'il y ait que chacun ait son identité. Pour moi, j'ai écrit ce texte pour dire on ne peut pas m'assigner à une identité une seule. Je suis multiple, je suis pluriel, je suis ce que je suis et tous les aspects de ma personnalité sont divers, parfois même contradictoires. Et je voulais je voudrais que l'on m'accepte comme ça, comme on accepterait quelqu'un qui a des identités et non pas une identité. Vous savez, vous connaissez certainement Émile Malouf, quand il parle son texte qui s'intitule Les identités meurtrières, justement, et qui est un texte merveilleux, magnifique, qui m'a beaucoup impressionné. Eh bien, moi, je voulais parler des identités multiples. On n'est pas une, on est plusieurs. Donc, ce n'était pas pour délivrer un message, c'était pour remettre, on va dire quoi, les pendules à l'heure, parce que la vision que l'on a de nous dans d'autres pays, c'est une vision figée. C'est une vision qui fait de nous, par exemple, quand on dit une femme arabe, une femme algérienne, on pense tout de suite à une femme soumise, à une femme qui n'a pas de volonté, à une femme qui est sous la tutelle, toutes les réalisations de ces femmes et ces multiples désirs, aussi bien personnels que au niveau social. Et c'est un petit peu, en me présentant moi, je voulais pas délivrer un message, non, pas délivrer un message, mais essayer d'expliquer ce que l'on peut être et que l'on est multiple, l'une et l'autre, ça fait deux. Je rappelle juste que la question d'Erika… Votre question ? Je ne sais pas, pour les personnes qui ont posé des questions, vous pouvez réagir en disant si j'ai répondu, si vous avez des précisions à demander, je suis là. Juste un petit détail sur Erika, puisque la question d'Erika tombe à pic, puisqu'elle est italienne, de maman tunisienne, résidente en Suisse, parlant le français et fait des formations en France, ayant des enfants avec des prénoms espagnols et installée à Agadir au Maroc. Donc, elle correspond à cette quête de l'une et l'autre, donc une expatriée, et voilà, donc le message est bilatéral dans les deux cas, voilà. Voilà, pluriel. Il y a un décalage de connexion. Donc, voilà. Exactement. Je pense que… Je vais enchaîner avec la question de Kébir. Baya Kébir. Déconnexion. Est-ce qu'elle est parmi nous? On reprend la lecture. Normalement, elle est là, mais je ne la vois plus. Une petite déconnexion. Donc, on reprend la lecture en attendant le retour et après, on donnera la parole à Hanifa Brahimi qui a levé la main et on reprendra les questions après écrites. Donc, page 12, on reprend. Pour introduire ce parcours que nous allons faire ensemble, pourrais-je dire, en paraphrasant Octavio Paz, que né à un moment charnière de l'histoire de mon pays, je suis un chapitre de l'histoire, toute proportion gardée bien entendu. Une histoire que je ne cesse d'interroger dans tous mes écrits, c'est du moins ainsi que je le perçois. D'abord, les critères d'une identité établie
incontestable, la plus visible, Est-ce que vous celle qui m'entendez? figure… Oui. Oui, bienvenue. Ah, ça y est. C'est revenu? Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Donc, Vous on donne la m'entendez parole plus? à Voyez Hanifa plus? Brahimi pour une question de vive voix et de visu. Est-ce que vous m'entendez là? Moi, je vous vois et je vous entends, mais vous m'entendez? Oui, oui. Oui, oui. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Alors, Est-ce que vous voilà. m'entendez? Oui. Vous Oui. m'entendez? Bonsoir. Ok. Voilà. En fait, c'est le premier livre que je lis de Maïssa Bey. D'accord. Et franchement, j'ai été vraiment, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il y a énormément de sujets qui sont abordés dans ce livre. Et c'est-à-dire, en fait, on aurait dû faire beaucoup plus de conférences sur ce livre. Chaque chapitre est un sujet en soi. Mais c'est ce que j'ai surtout, enfin, ce qui m'a touchée surtout, c'est que dans la vie, enfin, dans ce livre, c'est l'importance du père, l'importance qu'a eu l'absence du père dans la vie de l'auteur. En fait, ce père qui, comme dit Maïssa Bey, c'est un père passeur, passeur de vie, passeur de langue, qui en fait lui a appris toute petite la langue arabe, mais en même temps la langue française parce qu'il était instituteur. Et c'est grâce à lui qu'en fait elle est venue en même temps, doucement, doucement, à l'écriture. Pas à l'écriture tout de suite parce qu'elle a commencé à lire à 4 ans, mais elle est venue elle est venue à l'écriture doucement par la suite, après avoir lu, comme elle dit, un millier de livres, en fait. Et la perte de ce père l'a beaucoup marqué. Déjà à l'école, en fait, elle décrit sa solitude alors qu'elle était une bonne élève. Et par la suite, elle dit que la recherche, moi, c'est ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'en fait, en lisant, elle adorait lire et elle cherchait dans ses lectures inconsciemment, elle cherchait des histoires qui avaient disons, en fait, il s'agissait toujours d'orphelins de père, comme par exemple David Copperfield. Et ensuite, plus tard, quand elle a lu des romans d'auteurs, de grands auteurs, elle s'est rendue compte aussi que c'était en général des auteurs qui avaient perdu leur père. Donc, on sent que le père a beaucoup, beaucoup compté dans sa vie et il a été, disons, à l'origine de… Moi, je pense qu'il a été à l'origine de son métier d'écrivain parce qu'il lui a fait aimer les mots de bonheur dans les deux langues. On va l'écrire en français, mais je pense que le père a été pour beaucoup dans sa carrière, en fait, d'écrivain par la suite. Je ne sais pas si je me trompe. Voilà, c'était ma question. Merci, docteur Hanifa Brahimi d'Alger. Merci. Merci. On attend la réponse. Donc, une petite déconnexion. On continue la Je lecture. reprends la lecture en Oui. attendant le retour. Alors, donc, d'abord, les critères d'une identité établie, incontestable, la plus visible, celle qui figure sur mes papiers, énumérant dans un ordre aléatoire, nationalité, sexe, religion, âge. Algérien par ma nationalité, issu d'une famille profondément attachée à l'islam, donc musulmane, et femme avec toutes les représentations que ce mot peut faire surgir quand il est associé au précédent, des appartenances multiples pour reprendre la terminologie relative à l'identité et qui, semble-t-il, me définissent, me situent aux yeux des autres. Appartenance aux traits identitaires non exclusifs, branches et racines
aux ramifications complexes et parfois pour moi-même inextricables, de plus né exactement au milieu du siècle dernier, à une période dite de rupture historique, constellée de violences et d'antagonismes divers, j'appartiens à une génération dont l'itinéraire reste assez remarquable, ou du moins complexe. À tout cela, il me faut ajouter qu'en moi cohabitent des langues et des cultures liées justement à cette histoire. Il me faut à présent, pour reprendre les termes d'Édouard Glissant, débrouiller une chronologie qui s'est embuée, dont elle n'a pas été oblitérée par toutes sortes de raisons, en particulier coloniales. Même si je fais totalement mienne cette constatation qu'énonce René Maria Rilke dans une de ses lettres milanaises, nous naissons pour ainsi dire provisoirement quelque part, c'est peu à peu que nous composons en nous le lieu de notre origine, pour y naître après coup et chaque jour plus définitivement. Je dois dire que je suis d'abord d'un lieu, l'Algérie, une terre dont il est difficile de dire aujourd'hui, avec Camus, qu'elle est bénie par les dieux, une terre ébranlée par des multiples séismes, où la véhémence de la lumière s'accorde à la véhémence des hommes, un pays aux cieux tourmentés, orageux et turbulent, porté par le ressac d'une histoire marquée par le fracas des armes et le tumulte des mêlées, dont les échos ne cessent de résonner de rive en rive, terre en gésine dont on ne sait de quelle purulente boursouflure elle tente de se délivrer. Algérienne donc, mais aussi arabe, par mon origine, par mes ascendances familiales, parce que l'histoire, parce que la généalogie dont les racines s'abreuvent aux sources de la geste conquérante. Je suis, par ma lignée paternelle, descendante d'une très grande tribu aux nombreuses ramifications, les Beni Amer, issus des Beni Hillel, les fils du croissant de lune, venus vers le XIe siècle, nous dit-on, de la lointaine Arabie et d'Égypte, des Bédouins dont la Taghriba, ou marche vers l'ouest de l'Égypte au Maghreb, immense voyage à résonance initiatique, suscitera le récit d'une épopée comparable à la chanson de Roland, marquera très fortement de son empreinte toute l'Afrique du Nord et contribuera à l'arabisation de la région. Une tribu à la réputation sulfureuse décrite par Ibn Khaldoun comme un nuage dévastateur de sauterelles, mais admirée également pour sa civilisation nomade, avec ses pratiques vestimentaires, culinaires, guerrières et par-dessus tout son don d'éloquence et de poésie. Sa relation bouleversante avec la nature, son bestiaire mythologique, en somme, tout un art de vivre. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants guerriers, héroïques selon les uns ou envahisseurs ravageants, tout sur leur passage selon les autres, qui se sont répandus, se sont fixés et ont essaimé un peu partout dans le Maghreb, c'est-à-dire à l'Occident. Une historiographie qui, pour reprendre l'expression de Jacques Berck, leur est devenue aussi sévère que favorable leur est restée l'imagination. Une imagination qui exalte la présence d'une femme, Jazia la Hilalienne, dont la beauté, le courage et l'esprit d'aventure hantent aujourd'hui encore.
On est toujours là. Alors, donc, tous les récits, les chants et poèmes qui lui sont consacrés. De plus, l'un de leurs rameaux, la tribu de Beni Amer, celle dont je suis issu, sera l'une des tribus qui, si l'on se réfère aux historiens de la période coloniale, résistera le plus farouchement à la conquête française, aux côtés de celle de Beni Hachem, menée par l'émir Abdelkader. Ancestralité arabe reconnue et assumée pleinement. Mais je voudrais m'arrêter un instant sur ce mot arabe, dont le dictionnaire Robert nous apprend très succinctement qu'il veut dire originaire de la péninsule arabique. Ibn Khaldoun, lui, définit les Arabes par leur langue et le mode de vie essentiellement bédouin, nomade, qu'il oppose au mode de vie citadin. Faut-il s'arrêter sur l'une des définitions proposées par le dictionnaire? Le Grand Littré, dans son édition de 1991 en ligne, arabe égale usurier, homme avide. Définition nuancée cependant par l'entrée suivante qui explique qu'un cheval arabe est un des plus beaux chevaux d'Orient, le plus généreux et qui, avec le cheval anglais, est le seul qui soit de pur sang. Kid du singe d'Henri Michaud. Ce sont donc la généalogie et la langue, et bien entendu la culture au sens particulier qui lui donne l'anthropologie, à savoir l'ensemble des pratiques quotidiennes d'un groupe, usages, habitudes, attitudes et croyances qui sont les éléments constitutifs de l'arabité. Me permettrai-je de lever une confusion souvent entretenue par tous ceux qui veulent essentialiser une identité? En être de religion musulmane ne veut pas dire nécessairement être arabe, même si l'islam, révélé en langue arabe, a joué un rôle essentiel dans la formation de l'identité arabe et représente un puissant ferment identitaire, selon l'expression de Farouk Mardam Bey. Les administrateurs et historiens de la colonie ne s'étaient pas trompés, qui englobaient les Berbères, Kabyles et Chaouia et les Arabes sous le terme générique d'indigènes musulmans, mettant en avant leur appartenance à une terre, une religion et des mœurs qui n'hésitaient pas à qualifier de barbares. Barbarie dont Montaigne dit dans ses essais à propos des indigènes des Amériques et des Antilles que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Je suis donc arabe par la naissance, la culture et la langue, et musulmane, profondément marquée par la culture et la tradition musulmane, sans vouloir me faire le chantre d'un passé tissé d'évocations idéalisées et nostalgiques. Je voudrais évoquer l'islam tel que je l'ai toujours vu pratiquer autour de moi. Une pratique intériorisée, puisant sa source dans une foi sereine, sans ostentation, enracinée dans une tradition séculaire, sans ressentiment ni rejet, empreinte de tolérance et d'ouverture, loin, très loin de l'image qu'on donne aujourd'hui ses zélateurs et ses contempteurs. Et je pourrais reprendre à mon compte cette déclaration pleine d'émotion d'Essia Jabbar. J'ai été élevé dans une foi musulmane, celle de mes aïeux depuis des générations,
qui m'a façonné affectivement et spirituellement, mais à laquelle, je l'avoue, je me confronte à cause de ces interdits dont je ne me délie pas encore tout à fait. L'islam est la langue, l'arabe langue sacrée de l'islam, mais d'abord la langue maternelle, l'arabe algérien ou arabe parlé par opposition à la langue écrite, langue maternelle apprise enfant, premier mot d'abord balbutié, répété, puis dit, proféré avec le sentiment de s'approprier le monde. Celle que je parle et qu'on me parle, qui emplit mes journées de ce sentiment particulier et nécessaire qu'est la familiarité. Mot qui me semble être l'exact contraire de l'étrangeté. La langue qui, dès les premières aubes, a dessiné pour moi les contours du monde. Langue parlée, langue dialecte, variante linguistique de la langue matrice, l'arabe classique, mais surtout langue courante, irriguée, innervée, entaillée, isolée, entaillée, insolée de langues multiples et qui charrie en elle les traces verbales et vivantes des groupes ethniques qui se sont succédés sur cette terre. Comme autant de sédiments, langue vive et colorée avec ses turbulences, ses variations idiolectales, langue autrefois proscrite des lieux du savoir, mais aujourd'hui encore prohibée dans les lieux officiels, car au temps de l'occupation française, nous n'avions pas le droit de parler en arabe à l'école laïque et républicaine au nom de l'hégémonie culturelle et linguistique coloniale, ce qui se conçoit assez aisément. Mais est-ce là que tout se complique et c'est là où tout se complique? Nos enfants nés dans une Algérie libre ne parlent pas cet arabe-là à l'école, eux non plus, ou alors seulement dans les cours de récréation. Au nom de l'arabisation prônée par ceux que Moustapha Lashraf, ancien ministre de l'Éducation nationale, désigne comme les tenants d'un arabisme idéologique et non de la légitime arabité culturelle, ceux-ci, en effet, jugent la langue maternelle, leur langue maternelle, pas assez pure, trop abattardie par ses présences étrangères, justement. Comment ne pas y voir une confiscation de la parole spontanée? Comment ne pas frémir en lisant ces lignes écrites par Abdou el-Imam, linguiste algérien, qui porte un jugement assez terrifiant sur l'école algérienne. On y apprend surtout à haïr sa langue et dans la foulée, cela induit une haine de soi, le fameux sentiment d'auto-audit décrit par les sociolinguistes. C'est parce que l'enfant voit sa langue minorée, voire ridiculisée, qu'il réagit, instinct de survie oblige, par la violence. Dès l'école, il se voit obligé de troquer sa langue native contre une construction savante qui survit essentiellement d'avoir pris l'islam en otage. Un bilinguisme constructif repose toujours sur la langue maternelle. Langue et violence, une association qui dérange, qui interpelle. Et cette question, comment peut-on se sentir étranger dans une langue qu'on vous dit votre? Mais aussi et inversement, comment peut-on ne pas se sentir étranger dans une langue qui n'est pas la sienne? Car, et je reviens à moi, je l'ai souvent écrit, je considère que le français est aussi ma langue,
J'écris dans la langue que m'a léguée mon père, instituteur. Langue, legs. Je suis Salam dans... alaikum. Salam alaikum. Docteur, Waalaikum salam. elle a envoyé un message, elle a dit qu'elle était toujours branchée et qu'elle ne pouvait Non, pas non, non, le docteur adapter ce Deloul, message. on essaie de régler le problème de sang. Elle a un problème de sang. Elle n'arrive pas à Mais connecter elle le son. arrive à nous lire, elle arrive à nous lire. Oui, Voilà, oui, donc elle est elle là. a, Je la vois, elle est connectée, mais il n'y a pas le son. voilà, elle a dit qu'elle ne pouvait pas se connecter. Vous avez lu Donc, son message? on reprend la lecture. Je suis dans la posture de ceux qui ont pénétré un jour dans un lieu dont les portes étaient ouvertes, puis s'y sont installés définitivement. Langue, lieu. Lieu, langue de l'autre. Maintenant, mienne, puisque Et avec néant elle en était privé. inoculé, infusé. Lieu investi, occupé, définitivement. Mais il faut que je m'explique. Je suis né dans un milieu où cohabiter sans que cela pose problème de langue, de culture, de mode de vie. Et j'allais de l'une à l'autre naturellement, sans jamais avoir eu conscience d'une incompatibilité ou d'un antagonisme. Dans la ferme de mon grand-père, assis sur un matelas posé à même le sol, je mangeais sur une table basse avec les femmes, puisque la séparation des sexes était la règle. Je parlais arabe avec mes tantes et mes cousines. Je reprenais le refrain des chansons que chantaient les femmes à la veillée. Blotti contre ma grand-mère, je tremblais en écoutant les contes parfois terrifiants, peuplés de djnoun et de Bouchkara, l'orgue redoutable qui, muni d'un grand sac, surgissait de la nuit pour enlever les enfants qui n'obéissaient pas à leurs parents. Je jouais avec des poupées que nous fabriquions nous-mêmes avec des roseaux et des chiffons. Chez moi, dans l'appartement que nous occupions à l'école où enseignait mon père, j'avais mes livres en français qu'on me lisait le soir alors que j'étais couché dans un lit de bois blanc. Blanche-Neige et Cendrillon étaient mes préférés, entourés de mes poupées de celluloïd, teint délicatement rosé, yeux bleus et cheveux blancs. Je jouais dans la cour avec Geneviève, Nicole et Martine, mes camarades, filles d'instituteurs comme moi. Je chantais à la Clairefontaine et Gentil Coquelicot avec ma mère. Et nous mangions tout ensemble, Bon, elle est là. tous assis à la table de la salle à manger. C'est bon? Elle est là. J'attends qu'elle active son micro. Il est branché, c'est bon. Très bien. Donc, on est à la page 27, hein, quand même. Merci, docteur. Merci. Avec grand plaisir. Donc, j'ai trouvé une nouvelle passion. Donc, je vais vous faire des enregistrements de romans mais en pour plus, ceux qui lire en audio. Oui, en plus, vous nous donnez vraiment envie de lire le livre. Franchement. Oui, tout à fait. Je vais boire de l'eau. Vous le méritez bien. Oui. Madame Donc, la Lisa, pause vous est pouvez activer votre à micro? bon port. Toujours Kangen, l'eau Kangen? Oui, 9,5. Always and forever. Yeah, sure. Alors, on reprend ou on... Ouais. Ben, en attendant le micro, on continue à lire. Ben, ça me passionne. Hein. En tout cas, Rien moi, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes par rapport à ce que j'ai vécu, hein, franchement. Ah, très bien, ok. Rien de tout cela ne me semblait inconciliable ou antagonique. Et c'est cette imprégnation, cette double imprégnation qui a déterminé mes comportements, ma vision du monde, mes affinités et mes goûts. Et puis tôt,
Très tôt, les livres sont entrés dans ma vie pour l'occuper, l'envahir toute, prendre toute la place naturellement réservée à la vie. Je veux dire le temps que consacrent les autres à apprendre à vivre et à vivre simplement. Ce sont les mots des autres qui m'ont appris le monde, qui m'ont appris à vivre. Je suis lectrice passionnément, déraisonnablement, donc au point de ne pas supporter d'être séparée des objets de mes désirs, de mes plaisirs, les livres. Je me suis nourrie, parfois gavée de mots. J'ai d'abord été une dévoreuse d'histoires. J'ai voulu tout lire, tout, et sans doute n'importe quoi. J'ai subi tous les charmes, me suis laissé prendre au piège de tous les filets tendus, des romans d'amour les plus mièvres aux récits d'aventure les plus insensés. J'ai été rebelle sans jamais savoir ni pouvoir dire non. J'ai parcouru le monde, sillonné les mers, visité tous les continents et même au-delà, sans jamais dépasser les limites de mon quartier, ou plus rarement celles de mon village. J'ai découvert les mots d'amour les plus fous, sans jamais avoir le droit d'en prononcer un seul à voix haute. J'ai ri, j'ai souffert et pleuré. J'ai porté le deuil de mes héros avant même d'être confronté à la mort, la vraie. J'ai ardemment souhaité des défaites et des victoires, alors même qu'autour de moi, des bourreaux affûtaient déjà leurs armes. Très jeune, sans jamais avoir de véritables amis, j'ai eu pour compagnons des adultes, personnages de papier plus proches de moi que mes proches, des femmes et des hommes qui m'ont confié les plus intimes de leurs pensées, qui ont, dans une communauté fraternelle, partagé avec moi le pain et le sel, je veux dire les mots et la vérité de leur être. C'est mon père qui, avant de mourir, m'a appris à lire dans la langue de l'autre. C'est mon père qui, quelques semaines seulement avant d'être exécuté, percevant sans doute le danger auquel il s'exposait en entrant dans la résistance à l'occupant, a expressément demandé à ma mère de veiller à ce que nous, ses enfants, filles et garçons, puissions aller le plus loin possible dans nos études. L'instant est venu de parler de mon père. Mon père était un indigène que certains auraient pu considérer comme un modèle d'intégration s'il n'avait pas été prouvé qu'il fut avant tout un rebelle, et pas seulement selon le lexique employé dans les communiqués de l'armée française pour désigner ceux qui combattaient dans les villes et dans les maquis pendant ce que l'on qualifiait d'événements pour nier la réalité et la violence d'une guerre qui fit plusieurs milliers de victimes. Rebelle, il l'a été, très jeune, par ses choix et ses engagements. Tout d'abord en se démarquant de tout, en se dressant contre la tradition familiale qui voulait que lui, fils de paysan, mon grand-père, éleveur de bétail dans les hauts plateaux du Titri, possédait encore quelques arpents de terre, mettre ses pas dans ceux qu'il avait donc je reprends, mettre ses pas dans ceux de son père sur ces terres qu'il avait vu naître et dont il devait hériter un jour. Il avait décidé, bravant toutes les traditions de résistance bien établies, de faire des études à une époque où, au sein des familles conservatrices, le simple fait d'aller à l'école primaire constituait déjà un acte de soumission,
d'acceptation du fait colonial, ce qui faisait dire à certains que les Français s'ingénient à enseigner le français à nos enfants dans le but d'en faire des renégats. Propos reportés par le journal Al-Khabar, hebdomadaire mensuel bilingue, auquel nous pouvons le rappeler à titre d'anecdote, collaboré Isabelle Ebach. Dans la même optique, un historien, Guy Pervillet, ajoutera « Les musulmans refusaient l'école du diable, piège tendu à leur nationalité et à leur religion, et ce d'autant plus farouchement qu'ils avaient vu leur propre école disparaître presque totalement du fait de la confiscation des biens habous consacrés à leur entretien. Malgré toutes ces préventions, mon père fit de brillantes études, stimulé sans doute par l'incompréhension et l'opposition d'un père qui n'en voyait aucunement l'utilité, ou bien encore par le désir de se mesurer aux Roumis qu'il côtoyait quotidiennement et de faire ses preuves pour justifier ses choix. Pourquoi a-t-il choisi de se démarquer ainsi, de se démarquer des siens, de sa fratrie? Pourquoi lui? Pourquoi ni ses frères, ni a fortiori ses sœurs n'ont-ils suivi la voie? Je ne le saurai jamais. Il alla au collège, puis fut admis à l'école normale d'instituteurs de Bouzeréa, à une époque où l'on commençait à peine à accepter l'idée qu'un indigène pouvait se montrer aussi intelligent et parfois plus que ses condisciples nés sur la même terre, mais héritiers, eux, dès l'instant où ils ouvraient les yeux sur ce monde d'une civilisation et d'une culture qui en faisaient des êtres supérieurs. Rappelons-nous que c'est en 1918 qu'un psychiatre… Oui. J'ai mon portable qui s'est éteint. Est-ce que vous pouvez appeler Madame Meissa? Tarek peut le faire. Tarek? D'accord. Voilà. Et je continue la lecture en attendant de régler les problèmes techniques. Très bien. Voilà. Rappelons-nous que c'est en 1918 qu'un psychiatre, le docteur Porot, dépeignait le Nord-Africain comme porteur d'un concentré de tar, l'empêchant d'assumer les activités supérieures de nature morale et intellectuelle. Pourtant, les partisans de l'intégration commençaient à faire entendre leur voix de part et d'autre de la Méditerranée. Pour eux, l'indigène accédant à cette civilisation et à cette culture allait les transmettre à d'autres indigènes et pourrait les enraciner profondément dans les esprits, contribuant ainsi à parfaire la noble mission essentiellement civilisatrice des colons. C'est du moins ce qu'ils espéraient. Cependant, dès 1894, un député d'Algérie, Forcioli, tirait la sonnette d'alarme lorsqu'il y aura partout des indigènes instruits qui pourront se renseigner sur les derniers progrès de la science, alors éclatera une formidable insurrection. De fait, les idéaux de la Révolution française de 1789 s'enracinèrent si bien dans les esprits qu'ils furent, à peu de choses près, ceux qui allumèrent les feux de 1954, liberté, égalité, fraternité, devinrent les campagnes chéries de quelques centaines d'adolescents dont les pères avaient été soumis à coups d'humiliation, de spoliation et d'injustice à la loi française, ou plus précisément au code de l'indigénat destiné aux populations autochtones. Rebelle, mon père le fut également quand il fut question de le marier. Affaire de famille
qu'il résolut sans tenir compte du fait qu'il était entendu qu'il épouserait l'une de ses cousines qui lui avait été destinée dès la naissance ou presque. À cette cousine, il préféra ma mère. Non, ce ne fut pas un mariage d'amour, chose inconcevable dans un milieu comme le sien, simplement un choix qu'il dut imposer à ses parents, non sans mal, là aussi. Il exigea que sa future femme soit instruite, du moins autant que pouvait l'être une jeune fille en ce temps-là. Certaines familles, en effet, avaient encore bien timidement, il est vrai, commencé à transgresser un tabou en envoyant leur fille à l'école française, mais seulement jusqu'à l'âge de la puberté. Fille d'un conseiller juridique parfaitement bilingue et qui plus tard devint cadi. Ma mère et ses deux sœurs faisaient partie de ces quelques fillettes privilégiées qui eurent, grâce à la compréhension des milieux plus évolués que la plupart des familles algériennes, la possibilité et la chance d'arriver jusqu'au certificat d'études, limite tolérée par la bienséance et qui correspondait à l'âge où, devenue nubile, elle devait prendre le voile et quitter l'école sous la pression d'une société très vigilante pour ce qui était de la préservation des femmes de toute influence étrangère, donc malsaine et dangereuse. Il fallait donc chercher une jeune fille en dehors de la famille, ajoutant à la condition posée par mon père celle d'être d'une famille irréprochable, ce qui signifiait surtout non contaminée par le mode de vie à la française, car on savait bien que ceux qui instruisaient leurs filles et leur permettaient d'aller à l'école faisaient courir un grand danger à l'honneur de la famille tout entière, surtout si ces filles se mettaient en tête de remettre en question leur enfermement et, qui sait, de refuser de porter le voile, comme l'on racontait que cela se faisait dans les grandes villes, à Alger ou Oran précisément. Là encore, ce fut mon père qui trancha. Ma mère avait une tante mariée à un de ses lointains cousins de la tribu des Ouled Ankar. Comment en vers-il à parler de leur nièce? Quel argument purent convaincre mon père que n'eût pas bien entendu la possibilité de voir ma mère avant le mariage? Pourquoi mon grand-père finit-il par accepter de donner sa fille en mariage à un étranger après l'avoir refusé tout d'abord? À toutes ces questions, peut-être pourrait-on répondre qu'il faut se contenter de voir là, comme dans bien d'autres moments de la vie, la curieuse conjonction du destin et de la volonté de l'homme. À peine démobilisé de l'armée où il effectuait son service, mon père épousa ma mère. Il la vit pour la première fois le jour des noces. Elle savait lire, écrire et fait rare, elle s'exprimait couramment en français. Aussi avait-elle pu répondre en cachette aux lettres que lui adressait ce fiancé inconnu de la caserne de Blida où il fut incorporé. Car mon père a porté l'uniforme de soldat français, bien qu'il n'ait jamais été citoyen français, ce que j'ignorais. Il me faut avouer que j'ai longtemps et ingénument cru que j'avais été française, du moins jusqu'en 1962, du fait de ma naissance dans un département français. Ce n'est qu'en lisant un certificat de nationalité délivré à mon père que j'ai compris mon erreur. Allô? Oui. Oui. Allô? Je suis sur mon téléphone. Ah, d'accord, c'est Huawei. Oui, c'est ça. Très bien. Voilà. Je vais Excellent. réessayer sur l'ordi, je ne sais pas. J'ai été bloquée, la connexion s'est bloquée complètement. Tout à fait. J'ai vu plusieurs tentatives de connexion en vain. Voilà. Oui, voilà. Alors, On est arrivé à la page je vais voir. 38. Pardon? Oui, docteur Ilyes a fait la lecture depuis tout à l'heure.
Oui, je vois, c'est très, très bien. Donc, vous avez appris toutes les circonstances de mon venue au monde, en fait, hein, de la rencontre entre mon père, ma mère, etc. Je suis, oui, je sais pas quelle page vous étiez. Je ne sais pas si ça intéresse. Je pense que j'ai vu des questions. J'ai vu des questions surtout sur l'écriture et la littérature et sur le processus d'écriture, hein, c'est ça. Maya, pardon, vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, docteur Barley, hein, merci vraiment pour tout ce que vous Avec, avez avec plaisir. Donc, on a fait vraiment. comme ça, on est imprégné par vos pensées, Mais vos oui, écrits. c'est très bien. Je suis vraiment désolée, on en a parlé au début, cette connexion, je ne sais pas. Je sais pas ce Ben, qu'on on peut était faire. en intelligence émotionnelle, on a fait la bonne action au bon moment et au D'accord. bon endroit. Heureusement, il y avait le livre. Eh oui. Voilà. Pourquoi? M- Et Oui. est-ce qu'on peut reprendre Hanifa si elle est là, si elle est encore là? Parce que Oui. je pense que sa question n'a pas été. Erika, oui, c'était Erika. Oui. Non, non, Hanifa. Ah, Hanifa Hanifa. Oui, Brahimi. oui, Hanifa. Oui, oui, j'ai vu. Alors, c'était quoi comme question? Je suis désolée, mais voilà. Hanifa. Hanifa. Ah, elle est partie. Elle est partie? Ah Ben, oui. c'était une question à propos de la place du père qui est Oui. capitale dans cette existence. Ah oui. La place du père. Oui, Ah oui, oui. c'est ça, une constatation que la place du père, c'est elle qui vous a permis quelque part d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Absolument. Oui, oui. Je pense que dans mon histoire personnelle, dans mon parcours personnel, le fait d'avoir eu le père que j'ai eu, que j'ai très très peu connu, puisque lorsqu'il est mort sous la torture, j'avais 6 ans. Donc, mais j'ai des souvenirs très précis de ce père qui était, je ne sais pas si vous avez lu le passage, qui était fils d'un propriétaire terrien. Son père était illettré, ses frères étaient illettrés, lui, il est allé à l'école. Je ne sais pas par quel miracle, je ne sais pas pourquoi lui et pas les autres. Voilà, donc c'est un petit peu grâce à cette histoire, l'histoire de mon père, que je suis devenue ce que je suis, c'est-à-dire que il m'a appris à lire avant de partir, avant de mourir. Je savais déjà lire, je savais déjà parler français. J'étais une bonne élève, même très bonne élève en classe. Donc, il m'a mis sur les rails, on va dire. Donc, comment dire, le père, la présence du père et surtout l'absence du père a fait de moi ce que je suis. Parce que l'absence du père, comment dire, c'est quelque chose, bon, évidemment, qui marque profondément, mais en même temps qui vous fait voir le monde d'une toute autre façon. Vous savez, en Algérie, et peut-être aussi dans d'autres pays, dans des sociétés comme la nôtre, on va dire, de manière plus générale, être une orpheline, c'est très dur. C'est très, très dur. Et pour beaucoup, ça pourrait être considéré comme une tare de ne pas avoir de père présent, de père vivant, de père, comment dire, toute la force, c'est le socle sur lequel s'appuie la famille en général. Et nous avons vécu, heureusement, nous avons vécu sans père, donc orphelin. Et il a fallu que ma mère, qui était, bon, je l'ai dit, elle aussi lettrée, nous prenne en charge. Et c'est un petit peu mon grand-père maternel qui a compensé cette absence du père. Mais je crois que c'est aussi son absence qui nous a forgés, qui nous a obligés à nous confronter à la réalité de la vie et à la réalité de la société dans laquelle on vivait. Je me souviens encore que lorsque j'étais petite, il y avait beaucoup de choses. C'est très douloureux hein, quand j'en parle, de beaucoup de personnes, beaucoup de milieux dans lesquels je me sentais amputée de quelque chose parce que les autres avaient quelqu'un qui les protégeait, quelqu'un qui était là. Et moi, je n'avais pas ce père, la chance d'avoir un père. Je crois que c'est quelque chose qui marque profondément un enfant. Je pense que tous ceux qui ont vécu cette absence diraient la même chose. Voilà, pour la question de Hanifa. Si elle nous écoute, si elle est encore là.
Il y avait d'autres questions, hein, j'en ai vu plein là. J'en ai vu une qui concernait l'écriture et qui me posait la question comment êtes-vous venu à l'écriture? Bon, j'y avais répondu. Maha, vous avez noté d'autres questions? J'essaie de chercher, de monter plus haut pour attraper des questions. D'accord. Oui, et, il y avait une question. Bon, la question de Maha, Myriam. Maha, pour ne pas rattraper, va sur discussion et tu les as toutes. Je peux Au pas, lieu- l'écran, il s'affiche pas de la même façon chez moi Ah, parce que je suis d'accord. admin. Ok, C'est des ok. petites icônes. Donc, C'est c'est plus pour ça que je difficile trouve. là. Ouais. Les 19 livres écrits, des 19 livres écrits, lequel Oui, il a vous, compris. vous chérissez le plus? Ou plutôt celui qui a laissé des traces? La question de Myriam. Oui, c'est compliqué à dire. On m'a souvent posé cette question et on m'a dit, est-ce que vous avez une tendresse particulière pour l'un ou l'autre de vos livres? Bon, j'ai du mal à répondre, hein, parce que chaque livre écrit est représentatif d'un moment de ma vie, comment dire, d'un moment, d'une partie de ce que j'avais envie de dire. Donc, on peut pas, c'est comme des enfants, on peut pas préférer un enfant, c'est pas possible. On aime, au moment où on écrit, je dis pas que j'aime mes livres, mais on les écrit avec son cœur, avec tout ce qu'on a envie tout ce qui est en soi, tout ce qu'on a envie de dire, tout ce qu'on a envie de faire sortir de soi. Et une fois qu'il est terminé, bon, ben, on passe à autre chose. Donc, on ne peut pas dire, je ne sais pas si on vous dit lequel des enfants, pour ceux qui ont des enfants, lequel de vos enfants vous préférez. Je crois que la réponse est très dure, hein, on peut pas la donner. Mais je peux dire quand même que, et je crois que ça se comprend, que j'ai quand même une tendresse particulière pour mon premier roman, ce qui est naturel, je crois, parce que c'est celui qui m'a ouvert les portes de la littérature. Voilà. D'accord. Le titre du premier roman, c'est Au commencement était la mer. Et dimanche 3 avril, on aura pour Sabiha Ben Mansour Au commencement est le paysage. Voilà. Mais oui, bien sûr. Oui, oui. Description Voilà, du premier. encore quelque chose comment dire, qui nous rassemble. Je ne sais pas si Sabiha est là, hein. Je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Elle avait des soucis de son aussi, donc elle n'a pas pu connecter le son. Donc Mais je pense pas qu'elle la est là. suivi. Elle est partie, ouais. Bon, ça me rappelle une question que j'ai vue tout à l'heure. Est-ce que vous vous inspirez d'autres auteurs? Non. La question. Inspiré, non. Mais je suis sûre. Vous savez, en littérature, on appelle ça de l'intertextualité. C'est des mots un petit peu compliqués pour des gens qui n'ont pas fait des études littéraires. Mais je suis sûre qu'il y a des traces de tout ce que j'ai lu dans ce que j'écris. C'est forcé, même si je ne m'en rends pas compte. Personnellement, si je n'arrive pas à me rendre compte au moment où j'écris que c'est une chose qui m'est restée de quelque lecture que ce soit, je suis sûre qu'il y a forcément pas une inspiration, mais comment dire, pas une ressemblance non plus, mais quelque chose qui me nourrit, qui m'apporte de la matière et qui finalement ressort grâce à mon écriture. Je ne peux pas dire que je me suis inspirée d'un auteur. Il y a des auteurs que j'aime particulièrement. Il y a beaucoup d'auteurs que j'aime particulièrement, mais en même temps, l'essentiel, c'est d'avoir mon écriture à moi personnelle, ma façon de dire les choses et la façon et ce que j'ai envie de dire. Donc, parler d'inspiration, non, mais parler d'influence, certainement, même si j'en suis pas consciente. Je pense que, surtout que, bon, j'ai lu quelques-uns des mémoires, des thèses qui ont été faites sur mes romans, et il y a des étudiants qui ont cherché, eux, dans leur mémoire, dans leur travail de recherche, qui ont cherché ce qu'on appelle l'intertextualité et qui ont trouvé, et ça je ne m'en défends pas, des points communs avec beaucoup d'auteurs, avec des auteurs
Et on en trouvera de toute façon forcément, même s'ils ne sont pas conscients, si ça se fait par devers, derrière, enfin en dehors de notre véritable conscience. Mais c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, on n'arrive pas vierge à l'écriture, hein. On n'a pas un cerveau vierge de tout et puis on commence à écrire. On est forcément marqué, imprégné par tout ce que, je pense que le docteur Barley doit le savoir, imprégné par tout ce qu'on a lu, par tout ce qu'on a vécu, par tout ce qu'on a subi, par tout cela, et c'est tout cela qui forge une écriture que j'espère quand même, que j'espère originale. La question de Beya Kibir, qui semble vous connaître très bien. Oui, oui. Donc, pour revenir à l'une et l'autre, était-ce gênant de parler de vous, vous connaissant discrète et secrète? Oui, oui, elle a tout à fait raison. Vous savez, quand on devient un personnage public, on s'expose. On s'expose et on s'expose à tout et à tout le monde. Donc, on peut se sentir mal à l'aise un petit peu, mais je pense qu'une fois qu'on a franchi le pas, je crois que c'est des choses qui ne nous viennent plus à l'esprit. On écrit, on continue d'écrire et on ne se pose plus ce type de questions. Voilà. Alors, on ne se confie pas dans l'écriture, on ne se livre pas dans l'écriture, mais on s'expose. On s'expose et pour ceux qui savent lire, et qui savent lire, quand je veux dire lire, c'est-à-dire lire entre les lignes, ils peuvent retrouver des éléments de la personne, de l'écrivain, de l'écrivaine, mais en même temps, c'est vrai que j'ai dans ma vie publique, pas dans ma vie publique justement, dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, je ne suis pas une personne très expansive. Je préfère écouter, hein. Il y en a qui pourraient le dire, n'est-ce pas, qui me connaissent bien. Je suis une personne qui préfère écouter, qui préfère écouter les autres, comment dire, m'imprégner des autres, de ce qu'ils disent, de la façon de vivre. Je raconte que souvent, il y a des choses qui sont réelles, que j'ai vécues. Quand j'étais petite, quand on vivait dans un appartement à Alger avec ma mère, vous savez, ma mère était veuve, donc il n'y avait pas d'homme dans la maison. On vivait dans un... Donc toutes les femmes qui habitaient dans l'immeuble passaient chez nous. Et elles passaient chez nous en revenant du marché ou alors pour venir prendre un café et tout. Et il y avait des espèces de réunions exclusivement féminines et dans lesquelles elles parlaient, elles se confiaient, elles racontaient leurs problèmes avec leur mari, surtout le mari, la belle-mère, les enfants, les belles-sœurs, etc. Et moi, j'étais très jeune, très très jeune. Qu'est-ce que je faisais? Je me mettais dans un coin et j'écoutais. Et j'écoutais beaucoup tout ce qu'elles racontaient, tout ce que ces femmes racontaient, leurs plaintes, leurs moments de joie, elles riaient beaucoup, elles se racontaient, elles se confiaient, mais vraiment avec un naturel et quelquefois avec une impudeur que moi-même, je n'arrivais pas à très très bien à comprendre tout ce qu'elles racontaient. Ce n'était pas des choses qu'on met qu'on laisse les enfants écouter, mais bon, j'étais là. Et je crois que je me suis, imprégnée de tout ça. Et que ces voix de femmes ont habité pendant très très longtemps. Et je pense que ce sont elles qui... D'ailleurs, je reproduis quelques-unes des histoires dans mon livre Bleu, Blanc, Vert, des histoires réelles vécues par les femmes de l'immeuble dans lequel j'habitais. Donc oui, je suis une personne qui ne parle pas beaucoup, mais qui écoute et qui enregistre beaucoup. Voilà, pour répondre à Abéa. Voilà. Une autre question de Neila. Est-ce comme certains, même plusieurs écrivains, vous avez, pendant une période de vos années d'écrivain, souffert du syndrome de la page blanche? Si oui, comment avez-vous dépassé ça? Oui, pas trop, parce que j'ai très rarement prémédité l'écriture d'un roman. J'ai souvent des idées qui me traversent comme ça, en me disant, tiens, j'aimerais bien, peut-être que je vais écrire sur tel sujet, peut-être que je vais raconter telle chose. Mais très souvent, la plupart des romans, la plupart, pas tous, mais peut-être la plupart, très souvent, ça vient sans que je me
sans que je me prépare sans que je me prépare à ça. Je veux simplement vous raconter une histoire. J'étais en train d'écrire ce que je considérais comme un roman. Ça faisait quelques mois, 3 ou 4 mois, j'avais écrit une cinquantaine, une soixantaine de pages. Et puis, je n'accrochais plus à ce roman, je l'ai laissé de côté, puis j'ai pas voulu le continuer. Et un jour, j'étais devant mon ordinateur, l'ordinateur qui me lâche aujourd'hui, j'étais devant mon ordinateur et puis j'ai écrit une phrase. J'ai écrit une phrase, mais vraiment qui n'était, je ne sais pas d'où elle est venue. Elle est venue comme ça. Et c'est la première phrase de mon dernier roman qui s'intitule, je vais le montrer là, voilà, Nulle autre voix. J'ai écrit une phrase, elle est venue comme ça. Et je vous lis cette première phrase pour que vous fassiez une idée de ça. Donc ça c'est le prologue. Voilà, pardon, je retrouve ma première phrase parce que le prologue est là. Voilà, la première phrase c'était « J'ai tué un homme ». Voilà. Dur, hein, quand même. J'ai tué un homme. Deuxième phrase, j'ai tué un homme qui, et j'ai mis un point. Voilà. Et cette phrase a fait que j'ai déroulé tout le roman s'est déroulé. Nulle autre voix, c'est l'histoire d'une femme qui vient de sortir de prison et qui a été condamnée à 15 ans de prison parce qu'elle a tué son mari et que c'était un meurtre prémédité. Et bon, ce roman s'est déroulé tout de suite, j'ai commencé à écrire. Elle sort de prison, elle se retrouve toute seule dans un appartement, elle est rejetée par sa famille, par la société, etc., etc. Et elle se remémore ses années de prison qu'elle a vécues et ces années où elle a vécu avec son mari, et elle reconstitue un petit peu toutes les circonstances qui l'ont amenée à commettre ce meurtre, cette chose horrible qui est de supprimer, enfin d'ôter la vie à quelqu'un. Et donc, ce n'était pas prémédité. Voilà, c'est arrivé comme ça. Donc, il n'y a pas eu de syndrome de la page blanche, puisque le premier mot, dès que la première phrase arrive, tout le reste se déroule. Bon, après... Pardon? C'était presque une balle perdue. Oui. Une balle perdue. C'est ça. Oui, oui, exactement. Donc, vous voyez, très souvent, c'est des choses qui me viennent comme ça. Et non, le syndrome de la page blanche, c'est pendant l'écriture d'un roman, parce que la page blanche, c'est la première page. Mais moi, c'est pendant l'écriture d'un roman que je bloque parce que les mots ne viennent pas, parce que les mots qui conviennent ne viennent pas. Et donc, il m'arrive de rester bloquée sur une phrase pendant des jours entiers parce que il n'y a pas la musique de la phrase, il n'y a pas... Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Une autre question de Neila. Que pourriez-vous conseiller aux jeunes qui veulent se lancer dans l'écriture? J'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup quand je vais dans des librairies, quand je vais dans les universités, beaucoup de jeunes et surtout des femmes, des garçons aussi, mais des filles aussi, qui ont envie d'écrire, qui écrivent d'ailleurs, hein, qui écrivent très souvent, qui écrivent des poèmes cachés, des choses qu'ils ne veulent pas montrer et tout. Alors, la première des choses que je conseille, si j'ai le droit de conseiller, hein, je ne suis pas non plus spécialiste en la matière, mais ce que je conseille, et ça c'est quelque chose c'est d'apprendre à prendre du recul par rapport à ce que l'on fait, par rapport à ce que l'on crée. Et c'est un conseil qui est valable, Monsieur Burley, vous n'allez pas me démentir, qui est valable pour tous. Apprendre à prendre des distances par rapport à soi. C'est-à-dire que quand j'en ai vu, hein, des jeunes viennent me dire, vous savez, moi je suis poète. Et une autre personne qui vient qui me dit, vous savez, moi j'écris et j'écris très très bien, j'écris des histoires, etc. Non, on ne peut pas se considérer comme poète parce qu'on écrit un poème. Non, je suis désolée, je ne me considère pas comme écrivain parce que j'écris une histoire, j'ai raconté une histoire. Il y a tout un processus de maturation qui doit se faire. Et donc, je leur conseille d'être suffisamment humbles pour essayer de
travailler. Je leur conseille aussi, et ça c'est le premier conseil, de lire. De lire énormément. De lire énormément, pas pour s'inspirer, comme on disait tout à l'heure, non, mais de lire pour trouver, pour trouver leur voix à eux, leur voix VOIX, leur voix, la voix qu'ils peuvent avoir par rapport à leur écriture. Il est très rare d'être destiné ou d'être doué à l'écriture. Les plus grands écrivains ont toujours cette espèce de sentiment qu'ils n'arriveront jamais à transcrire tout ce qu'ils ont envie de transcrire. Moi, je n'en connais aucun d'ailleurs, qui se déclare grand écrivain, etc. Ce sont les lecteurs qui jugent en général, mais je leur dis qu'il faut avoir suffisamment de force et de courage et d'humilité pour prendre ses distances par rapport à ce qu'on écrit dans tout le domaine de la création. C'est ça, hein. On ne peut pas considérer soi-même que l'on écrit, que l'on a fait un chef-d'œuvre. C'est le regard des autres qui le dit. Et je pense que c'est très, très important de savoir qu'on ne peut pas atteindre la perfection. Personne ne peut atteindre la perfection et qu'il faut travailler sans cesse, travailler pour trouver sa propre voie et pour pouvoir donner à lire ou donner à voir ce que l'on vient de créer. C'est ce que j'appelle le détachement pragmatique, loin de l'indifférence cartésienne. C'est-à-dire rester distant et voir les avis, c'est-à-dire ne pas avoir une optique, c'est-à-dire blanc ou noir, ou c'est ça ma voix, mais se détacher et un petit peu voir ce que la personne peut émettre et en se plaçant à la troisième personne, c'est-à-dire essayer de voir le feedback des autres. Voilà. C'est ça. Une sorte de dédoublement déjà pour pouvoir prendre sa distance. Voilà. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Il y a un jour, une femme qui est venue me voir après une rencontre littéraire et je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue. Elle est venue, puis elle me dit, vous savez, bon, j'ai beaucoup aimé vos livres, etc. Et ensuite, elle me dit, vous savez, moi aussi, je suis écrivain. Ah, j'ai dit, bien écoutez, c'est très intéressant. Vous êtes publié chez qui? Vous écrivez des romans? Enfin, j'ai posé les questions vraiment une curiosité. Elle me dit, non, je n'ai pas encore publié, je viens d'écrire un roman, je n'ai pas publié, j'aimerais que vous me fassiez une préface et tout. Je me souviens très bien, ça fait des années de ça, on était à Tlemcen, ça s'est passé à Tlemcen. Et elle me dit, mais de toute façon, moi je viens d'écrire, je vous assure que si vous le lisez, c'est un vrai chef-d'œuvre. Voilà. Elle a considéré que son texte qu'elle venait d'écrire était un chef-d'œuvre, sans attendre le regard des autres, l'avis des autres, sans pouvoir prendre suffisamment de recul et de modestie, surtout de modestie, pour pouvoir se dire, j'ai dit, écoutez, si vous considérez que c'est un chef-d'œuvre, eh bien, allez-y, publiez-le tout de suite, et puis on pourra lire ce roman. Elle me dit, oui, mais il faut que vous m'écriviez une préface. Je dis, non, moi, je ne peux pas écrire de préface pour un roman qui est déjà, destiné à révolutionner le monde littéraire. Je dis, parce qu'un chef-d'œuvre, moi, en littérature, c'est tellement rare et tellement difficile que quand vous me dites chef-d'œuvre, j'essaye de comprendre. Non, elle me dit, c'est vrai. Hein. Vous savez, tous ceux qui l'ont lu m'ont dit que c'était magnifique, etc. Je dis, oui, mais moi, je ne pourrais pas dire ça d'aucun de mes textes. Et quelquefois, quand je relis mes textes, des fois, je me dis, oui, j'aurais pu faire mieux quand même, j'aurais dû dire ça, j'aurais fait ça. Donc voilà. Voilà. Autre question? Je vois une question sur la langue française parce qu'il y a un message qui vient de s'afficher. On me dit l'école n'encourage pas du tout la lecture. C'est vrai? C'est vrai, l'école n'encourage pas. Oui, je me souviens à l'époque, en école primaire, à Alger, en 4e année primaire, c'était chaque élève qui ramenait un livre et on faisait des lectures en rotation. Il y avait la petite armoire pour les livres qu'on ramenait. Et finalement, il faut une initiative soit des élèves, soit du prof. De l'enseignant. Mais de l'enseignant. C'est un système
qu'on doit attendre du système éducatif de mettre la lecture, mais ça doit être des initiatives locales qui permettent ce pas vers la lecture. Voilà. Il y a de l'enseignant, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des enseignants qui vous font aimer la littérature, mais je pense que le milieu familial est essentiel aussi. Quand on pense que le milieu familial, dans certains milieux familiaux, il n'y a pas un seul livre qui tourne, il n'y a pas une bibliothèque. On préfère acheter des téléphones portables à des prix, enfin aujourd'hui, hein, des téléphones portables à des enfants. Moi, j'en ai vu, hein, des enfants de 7 ans. On leur achète comment dire, des jouets électroniques, etc. Et quand on regarde, il n'y a pas un livre dans l'entourage familial. Moi, je pose la question aux enfants qui viennent, que je connais et tout. Je dis, alors, tu lis des livres? Je vois même avec mes petits-enfants, par exemple. Non, les enfants ne lisent plus. C'est les parents aussi qui doivent semer les graines. Les enseignants peuvent être vraiment très, 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 très importants, mais les enseignants eux-mêmes ne lisent pas. Oui. Moi, je sais que je connais des enseignants, des professeurs qui n'ont pratiquement jamais lu un roman ou un livre jusqu'au bout. Moi, j'ai rencontré quand nous avons fait une bibliothèque à Sidi Bel Abbès, on avait fait un rayon spécial pour les étudiants avec tous les romans de la littérature francophone du Maghreb. Tous les romans. Je m'étais débrouillée chez les auteurs, tout le monde m'avait envoyé des textes. Et je me disais, au moins, les étudiants pourront lire déjà pour leur travail de mémoire et tout. Eh bien, très, très peu d'étudiants venaient chercher des livres. Très peu d'étudiants. Je ne parle pas des profs, parce qu'il y a certains profs non plus qui ne lisent pas. Mais bon, on parle des étudiants qui ne lisent pas. Donc, déjà, quand ça commence enfant, évidemment, je vous raconte une anecdote. Il y a une étudiante qui faisait un travail sur Tahar Benjelloun, l'auteur marocain, grand auteur marocain. Et elle est venue me voir, elle me dit, écoutez, madame, j'aimerais savoir si vous avez des livres sur Tahar Benjelloun. Ah, je dis, écoutez, ben, vous tombez très bien, regardez, j'ai toute la collection tous les romans de Tahar Benjelloun. Je m'étais débrouillée pour les avoir. Ah, elle me dit, non, moi, je ne veux pas lire ces romans, je veux lire des livres sur Tahar Benjelloun. Comme ça, je pourrais faire mon travail. Elle ne lisait pas les romans et elle voulait faire un travail sur Tahar Benjelloun. Donc, ça vous montre à peu près le niveau, quoi. La lecture, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose pas seulement avec la pratique du téléphone portable, hein, ça date d'il y a bien longtemps, c'est toujours désolé. Nos enfants ne lisent pas, les enfants ne lisent pas, les enseignants ne lisent pas. Le livre, c'est le parent pauvre de la culture, on ne l'encourage pas. Comment voulez-vous qu'après, voilà, les gens s'intéressent au livre. Mais quand on rencontre le livre et quand on rencontre un auteur, ça devient une passion. Voilà. Il y a même maintenant des livres bibelots qui ne contiennent rien, qui ressemblent à un livre qu'on place dans les bibliothèques et qui ne contient aucune page. C'est juste des bibelots décoratifs. Et là, j'avais trouvé ça choquant lorsque je l'ai découvert dans un magasin de meubles et ça se vendait à 550 dinars, plus cher que d'acheter des livres. Et c'est un bibelot qui ressemble à 3 livres. Voilà. Il y a rien pour décorer les bibliothèques, c'est ça? Oui, c'est pour faire une bibliothèque pleine avec comme des boîtiers qui ne contiennent rien. C'est des bibelots, voilà, décoratifs. C'est fabuleux, ça. Le vide, quoi, le vide. Rien. Voilà. Donc, voilà, merci Maïssa pour cette soirée. Je vous donne je suis désolée pour tous les incidents de connexion. En tout cas, je remercie du fond du cœur, tous ceux qui ont eu la patience d'attendre et qui sont toujours là, ceux qui sont venus nous rejoindre. Et je vous remercie, Monsieur Elias Parly, d'avoir pris cette initiative. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très important et que vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont venir vous écouter, participer, écouter les auteurs. Je me réjouis déjà d'entendre Sabeha Ben Mansour le 3 avril, quand elle viendra présenter son livre chez vous. J'espère que vous m'enverrez l'idée de la réunion, comme ça je vous rejoindrai.
Et puis, bien sûr, voilà. Et en plus, je crois que c'est un livre sur un grand Voilà, auteur. également une C'est un nouvelle livre sur fois. Mohamed Dib. Pardon? J'ai dit c'est un livre sur un très grand auteur algérien, Oui. assez méconnu, Mohamed Dib. Donc, ça va être très intéressant. Un auteur tlemcenien. Tout à fait. Et donc, merci beaucoup. On espère vous recevoir à l'avenir une nouvelle fois, encore et encore, pour partager. Merci vraiment. Un grand merci. Je remercie Tariq Alili. Je ne sais pas s'il est là encore ou sa batterie l'avait adressé un SOS. Oui. Il avait adressé un SOS comme sa batterie allait. Donc, dans le Titanic, il a pu faire le geste et nous emporter dans le vent grâce à ses contacts. Donc, on le remercie. Je remercie toute l'assistance et je donne le mot de la fin à Maha pour conclure et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Madame Melissa, pour cette conférence, cette présentation, ce moment agréable qu'on a partagé ensemble. Je remercie toute l'assistance aussi, malgré les aléas qu'on a eu. Il y avait beaucoup de personnes, je crois, mais bon, voilà. La plupart ont dû partir à cause de ces problèmes à l'instant, on est à 36. C'est la moyenne pour les conférences qu'on anime. Alors, je vous souhaite une agréable soirée, les amis, et à très bientôt, le 3 avril. D'accord, voilà. À bientôt. Le 3 avril, je vous donne rendez-vous avec... Au revoir, merci beaucoup. Salut. Bonsoir tout le monde. Slama. Bonsoir tout le monde. Et bonne fin de soirée.